vois, par exemple avec l'exemple du Crazy Horse, on a besoin d'avoir des mensurations exactes au centimètre près, de téton à téton, il faut avoir un certain nombre de centimètres, du nombril au pubis, il faut avoir un certain nombre de centimètres, il faut que les jambes fassent 2/3 du corps. Je me suis fait une petite déchirure à l'arrière de la cuisse il y a 12 ans, et ça n'a jamais vraiment bien reconsolidé. Bienvenue dans de routine. Bienvenue Maggie. Oh, Margaret, comment tu sais que je t'appelle? Les deux. Margaret, Maggie, peut-être Maggie. Ouais, moi je suis habituée à t'appeler Maggie, donc oui, je vais continuer comme ça. Mais bienvenue, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Merci. Et je vais commencer tout de suite par une question. Si tu devrais participer à un show, ce serait lequel? Autant que danseuse. Oh. Je pense que pendant longtemps, j'aurais dit le spectacle du Crazy Horse, parce que ça a été une de mes premières volontés en tant que danseuse, vraiment d'être sur la scène du Crazy Horse à Paris. Et avec le temps, je pense que ça serait peut-être quelque chose de plus autour de la revue française, vraiment plus plume, strass, grande scène. Ok, ok, ça marche, merci. Ouais. Et là, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je suis Margaret Bruno, j'ai 29 ans, je suis danseuse professionnelle et professeure de yoga. Entre autres, de plein d'autres choses. Je suis aussi art thérapeute et chanteuse. Art thérapeute? Oui. C'est quoi, s'il te plaît? Alors, l'art thérapie, c'est des sessions qui aident à faire de la médiation artistique en tant que thérapie. Donc, ça va pas être l'art qui est thérapeutique, c'est vraiment le média qu'on utilise pour aider des personnes. Donc, par exemple, moi, je suis principalement en maison de retraite. Je fais des ateliers de danse-thérapie. Et donc c'est pas la danse qui va être thérapeutique, ça va vraiment être les souvenirs qui sont liés à la danse, la musique qu'on utilise pour, là dans ce cas-là, aider des personnes avec des pathologies Alzheimer, mais voilà, il y a plein de choses. Tu pourrais nous faire un exemple, s'il te plaît? Imaginons où tu vas, avec qui, etc. Alors, principalement, aujourd'hui, je fais des ateliers donc en maison de retraite, et je vais faire des échauffements pour des personnes qui ont 80 plus, qui sont donc en EHPAD, et autour de l'échauffement, par exemple, je vais faire écouter des musiques. On va parler de style de danse qui dansait à l'époque, on va parler de souvenirs de bal, on va parler de tout ce qui a pu les faire vibrer en étant plus jeunes. Et du coup, chez les Alzheimer aussi, il y a une tendance à se rappeler de plus autour de la vingtaine, un peu moins avant, un peu moins après. Donc la danse, pour le coup, à leur époque, c'était quelque chose de très important et qui était très social. Et du coup, il y a aussi beaucoup de souvenirs, d'émotions qui reviennent avec tout ça. Mais c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Si un jour de routine voudrait te suivre dans un petit moment comme ça, on pourrait venir. Avec plaisir. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est génial. Bah, dites-nous en commentaire si vous voulez bien qu'on vienne, parce que qu'on va avec Maggie, parce que moi je pense que c'est une idée géniale et je pense que c'est trop beau ce que tu fais. Ouais. Très bien. Ça me plaît beaucoup. Et après, donc, tu as dit que tu es danseuse. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être danseuse? Dans l'idée, être danseuse, c'est vivre de sa passion. Dans les faits, être danseuse, c'est très différent. C'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de travail physique, c'est beaucoup de charge mentale, c'est beaucoup de blessures. C'est plein de très belles choses aussi, mais c'est rien à voir avec ce qu'on voit. Et en même temps, c'est l'idée. Quand on se produit sur scène, on a envie de montrer que le strass et la paillette. C'est ce que les gens retiennent. Mais les coulisses de ça sont différentes. Comment t'es arrivée à être danseuse? Parce qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup de métiers en général. Quand on parle de devenir grand, majeur et avoir un travail, on pense à tout type de métier, mais quand on pense à la danse, on pense jamais que c'est un vrai métier. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout un... Non, c'est juste que quand t'es petite, elles disent tu veux être quoi? Je vais être, je sais pas, ingénieur, je vais être ci, je vais être ça. Mais quand on dit je vais être danseuse ou danseur, on le voit pas vraiment comme un métier. Donc, comment t'es réussi à devenir danseuse et donc vivre de ta passion? C'est venu, je pense, vraiment par la vie qui m'a amené ça. J'avoue que jamais j'aurais cru devenir danseuse professionnelle. Et pourtant, j'ai commencé à 16 ans professionnellement. Donc, ça a vraiment été mis dans mes mains. Je pense qu'il y a plein de choses différentes qui se mélangent. Je viens d'une famille très artistique. Mon père est chanteur, fait des tournées, des concerts. Quand on était petit, avec mon frère et ma sœur, on était sur scène avec lui. Donc je pense que quelque part c'était un peu fait pour que j'arrive à là. Et puis j'ai grandi aussi avec une grande personnalité, toujours un peu au centre de l'attention. Donc il y avait une envie
de me produire, je pense. C'était un peu peut-être dans ton destin, on va dire. Mais si aujourd'hui je suis une personne qui aime danser, et je me dis, je suis une fille jeune de 16 ans justement, 15, 13, je ne sais pas, je me dis j'ai envie d'être danseuse. Comment ça arrive? Comment c'est quelqu'un qui te recrute? Il faut envoyer ton CV dans une agence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça fonctionne beaucoup au contact humain, la danse. Pour moi ça a été du bouche à oreille quasiment toute ma vie. Mais si on a envie de se lancer, il faut envoyer des CV à des compagnies, il faut essayer de se présenter quand il y a des auditions, de se faire voir, et petit à petit le chemin se fait. Je pense même qu'on soit à Paris, qu'on soit sur la Côte d'Azur, c'est un beaucoup plus petit milieu, évidemment ici, mais je pense qu'il faut juste se faire voir, et faire voir sa personnalité, en fait c'est vraiment ça qui va ressortir des auditions. Pas forcément la technique. Évidemment il faut avoir un minimum de technique pour être danseur pro, mais je pense que l'humain joue beaucoup. Et justement, moi, j'étais pas très bonne technicienne. Je pense que j'ai pas commencé la danse en me disant que je voulais être danseuse. J'ai été mise en école petite. Et j'ai jamais été très bonne danseuse jusqu'à que vraiment je me mette à danser des styles un peu plus contemporains, des styles un peu plus d'expression. Un jour, j'ai découvert le cabaret et moi, je suis tombée dedans, quoi. Ok. Et donc, toi, t'es danseuse de cabaret, sur tout ça? Principalement danseuse de cabaret. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit peu plus de contemporain. Je fais aussi beaucoup d'événementiels où on fait des petits flashs de cabaret dans des soirées. Mais le cabaret, c'est ce qui m'a toujours aussi passionné le plus. Ok. Et tu travailles où? Sur Paris, sur Nice, tu travailles où? Je travaille sur toute la Côte d'Azur. Avant le Covid, on avait beaucoup de travail à l'étranger. On nous envoyait à droite à gauche dans le monde avec plein de compagnies différentes. Hein. Mais depuis le Covid, on est beaucoup plus local. Donc entre... j'allais dire Marseille-Monaco, mais Saint-Tropez-Monaco, quoi. Et tu penses qu'il y a une différence entre Marseille et Monaco? Il y a une grande différence entre Marseille et Monaco. Oui, mais pourquoi? Alors, il y a une grande différence dans la culture, dans l'argent qu'il va y avoir entre les deux villes, mais au fond, ça reste la Côte d'Azur. On est beaucoup sur le physique, sur les apparences. Voilà, je pense que ça joue beaucoup aussi de notre métier, notre apparence. Donc, justement, là, tu parles d'apparence, de physique. Si on veut être danseuse, il faut être mince. C'est peut-être un peu un aspect stéréotypique. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est plutôt ça que les gens pensent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, ça va dépendre de où, de quel costume, de quelle compagnie. Je pense que ça va dépendre beaucoup. Moi, on m'a déjà dit, avec le poids que je fais aujourd'hui, qu'il fallait que je me muscle un peu les fesses ou que je perde du poids parce que j'étais trop grosse. Donc je pense que on voit où le problème peut être. Mais je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un type particulier pour être danseur. Je pense que dans les stéréotypes du cabaret, il y a un corps qui est normé. On le voit par exemple avec l'exemple du Crazy Horse. On a besoin d'avoir des mensurations exactes au centimètre près. Il y a 3 cm de battement sur la hauteur, mais sinon, de téton à téton, il faut avoir un certain nombre de centimètres. Du nombril au pubis, il faut avoir un certain nombre de centimètres. Il faut que les jambes fassent 2/3 du corps. Enfin voilà, il y a des choses qui sont quand même très spécifiques. Autant par rapport à l'axe de la cambrure du bas du dos, autant sur le tour de taille. Donc il y a des choses qui sont normées et aussi malheureuses, je trouve. Mais quelque part, j'entends aussi les arguments des compagnies quand il y a 10 costumes qui coûtent déjà très cher et 30 danseuses. Il y a besoin que tout le monde puisse rentrer un petit peu dans tout. Donc évidemment, il va y avoir des tailles qui sont un peu différentes, mais ça va se faire à quelques centimètres près. Ah ouais, c'est toujours le business. C'est toujours le business. Et donc, toi, tu as dit que quelqu'un t'a déjà dit que tu devais perdre du poids. Elle va très bien. Je pense pas qu'elle doit maigrir. Je pense pas... Je pense que ça serait dangereux que je maigrisse à ce stade. Mais c'est un souci qui est très ancré dans la danse, autant en formation chez des jeunes filles, autant dans le métier. Et on en parle beaucoup et les choses changent beaucoup, mais il y a beaucoup de problèmes autour de ça. Il y a beaucoup de soucis autour des troubles de comportement alimentaire, des TCA. Il y a beaucoup de soucis autour de la vision qu'on a de nos corps. Moi, je suis très contente de mon corps tous les jours.
Mais quand je suis en spectacle et que je me retrouve avec un col en résille, un string et un soutien-gorge pour monter sur scène, je vais me regarder différemment que quand je me réveille le matin et que je suis très à l'aise avec mon corps. Ok. Donc pourtant, j'ai de la chance d'avoir une santé mentale sur ça qui est très solide. Je suis très contente de mon corps, je suis très contente de comment j'apparais. Mais je vois comment ça peut très vite basculer dans quelque chose d'un peu plus négatif. Ok. Et ça t'est déjà arrivé voir quelqu'un qui en souffre? T'as des copines, des collègues qui souffrent de ça et comment ça se passe? Oui, beaucoup. Il y a beaucoup de collègues et de copines qui souffrent de ça. Je pense soit consciemment, soit inconsciemment. Et c'est un travail de déconstruction qui va prendre longtemps. Parce que dans des écoles de danse, à partir de nos 10 ans, même avant, on est face à des miroirs constamment, on est face à de la comparaison constamment. Et ça forge des idées. Et au-delà de ça, il y a aussi des personnes qui sont des fois pas très pédagogues et pas très empathiques et qui vont dire des choses à des jeunes femmes, des jeunes hommes par rapport à leur corps. Et ça va impacter le reste de leur vie, quoi. Tu sais, ça me fait un peu penser à la dernière fois, il y a quelques jours, peut-être il y a une semaine, 10 jours, je ne me rappelle pas exactement. J'ai reçu un commentaire, j'avais mis une photo de moi sur Insta et justement j'avais un peu le ventre bas gonflé, mais c'était justement la période avant mon cycle menstruel. Et tu sais bien que notre corps, autant que femme, il change, on n'est jamais les mêmes. Et dans cette période, c'était la semaine juste avant, je pense, mes règles, et j'avais le bas-ventre gonflé. Et j'ai reçu un commentaire d'un garçon, bien sûr, c'est toujours les hommes, hein, désolée, mais pas tous les hommes, mais toujours un homme, qui m'a dit Ah, est-ce que tu es enceinte? J'en ai fait un gros débat. D'ailleurs, cette personne, je ne l'ai pas affiché, la personne, j'ai jamais dit c'était qui, etc. Mais j'en ai fait un gros débat parce que je me suis dit, effectivement, moi, comme tu dis, je suis très contente dans mon corps. Je sais que je suis en santé, je sais que je soulève du lourd, je suis bien, je suis contente même de ce que j'ai fait dans les années dernières. Donc voilà. Mais je lui ai justement dit, j'ai dit, écoute, là, ok que c'est moi et je suis contente dans mon corps, mais si tu aurais dit cette phrase-là à une femme qui est en train de souffrir, ou qu'elle ne peut pas faire du sport, ou qu'elle est en train de souffrir en général dans sa vie, ou elle n'arrive pas à perdre du poids, ou n'importe quel sujet, ou même si elle était enceinte, tu l'aurais vraiment blessée. Donc on évite de faire des commentaires comme ça, surtout aux femmes, parce que nous, on en souffre beaucoup. On vit dans une société où on est beaucoup jugé tout le temps. Et ça me fait... ça m'avait trop énervé, franchement. Mais pas pour moi, hein, mais dans le sens, comment tu peux te permettre de faire un commentaire comme ça sur quelqu'un que tu ne connais même pas. Et donc, je n'imagine même pas pour vous, les danseuses, comment c'est tous les jours. Donc, c'est triste. Mais ça me fait plaisir que au moins toi, t'es bien et que tu sais qu'en fait, c'est malheureusement une façade de ton métier. C'est quelque chose, je pense qu'il faut vraiment rester intelligent. On a tendance à... on peut très vite se perdre dans tous ces discours. Et moi, je passe mon temps à essayer aussi d'avoir des avis différents autour de mes amies qui sont danseuses, mes amies qui ne le sont pas, qui vont aussi m'aider à articuler une pensée et à voir aussi les choses autrement, parce que très vite, on peut tomber dans quelque chose qui nous paraît normal, alors que c'est complètement anormal. Mais ça va être des choses autant sur le physique, en termes de corps, mais autant, la semaine dernière, on se maquillait dans les loges avec les filles pour le carnaval. Et quand je me maquille en spectacle, j'ai un mini miroir, je suis très proche de mon visage. Et je commence à voir les petites rides autour des yeux de sourire. J'ai bientôt 30 ans, c'est normal. Et je souris beaucoup, donc c'est normal. Oui. Mais du coup, je me dis, ah putain, mon liner, il commence à tomber. Maintenant, quand je me fais mon trait d'eyeliner, il faut que je le revoie, il faut que je le forme un peu différemment, tout ça. Ah, les rides du sourire, quand on met un peu de fond de teint, ça, dès qu'on sourit plus, ça se voit beaucoup plus. Oui. Le lendemain matin, je me suis démaquillée, je me suis un peu mieux hydratée parce que j'étais aussi peut-être un peu déshydratée. J'avais rien sur le visage à part de l'huile et en fait, je vois plus rien. Donc les apparences sont trompeuses. Et donc c'est un métier qui quand même ramène du stress. Alors, moi je me suis jamais sentie trop stressée dans ce métier, mais mon corps a toujours dit différemment. Donc il y a du stress qui est beaucoup amené dans ce métier.
Et justement, avant, quand t'es arrivée, tu disais, ah, les caméras, j'ai un peu... T'étais un peu stressée. Et moi, j'étais un peu étonnée parce que je me suis dit, mais non, mais toi, t'es une danseuse, t'es habituée, je pense, à justement à te montrer, à faire des spectacles, etc. Donc, comment c'est quand t'es en spectacle? Comment ça marche? Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a une préparation derrière? Qu'est-ce que tu fais et comment tu te sens quand t'es sur scène? Alors, déjà pour les caméras, parler devant une caméra et danser devant une caméra, ça, enfin du moins pour moi, ça n'a vraiment rien à voir. La préparation pour la scène, elle est différente en fonction de tous les spectacles. Il y a des spectacles où je vais avoir 1 heure de préparation, où je vais avoir le temps de me poser, de faire un peu de yoga, de respirer, de bien m'étirer, de m'échauffer. Et il y a des spectacles où on n'a pas le temps, où on ne sait pas exactement quand ils vont lancer une danse, par exemple. Dans des mariages, les timings vont changer, ou en événementiel, les timings vont changer. Et donc, des fois, on va nous envoyer en nous disant c'est dans 1 minute, vous devez faire un cancan. Un cancan, ça veut dire lever les jambes à l'oreille et sauter en grand écart. Mais ça fait 2 heures qu'on est en attente. Donc pendant 2 heures, on s'échauffe pas, on se pose, on papote, on grignote, on traîne sur nos téléphones. Et on nous dit dans 1 minute, il faut y aller. Bah, la préparation n'est pas là. Donc, autant la gestion du stress, moi pour le coup, elle n'existe pas beaucoup sur ça parce que j'ai pas un moment où je me dis je suis hyper stressée de monter sur scène, de faire ma chorégraphie parce que généralement je sais où je vais, à moins que je connaisse un peu moins bien ma chorégraphie, là je suis un peu plus stressée. Mais du coup ça passe par le corps en fait, le stress il vient se loger un petit peu. Et toi, tu as aussi dit que tu étais prof de yoga. Est-ce que ça t'aide dans la vie de tous les jours et autant que danseuse? Ça m'aide beaucoup. Et ça a commencé parce que je voulais que ça m'aide. En fait, je pense que d'être... dans mon métier, je suis une très grande personnalité, je parle fort, je rigole beaucoup sur scène, voilà, je joue de ça. Et je pense qu'en fait, il y a une période de ma vie où ça a vraiment beaucoup pris le dessus. Et du coup, tu te retrouves à être très exacerbée en fait tout le temps. Mais il y a besoin de contrebalancer un petit peu. Donc le yoga, c'est vraiment venu à moi parce que j'ai des membres de famille qui font beaucoup de yoga. Et c'est des personnes que j'aime beaucoup, qui sont très sages, qui sont très wise. Je pense que c'est sage, non? Oui. Et qui faisaient du yoga. Et en fait, ça m'a donné aussi envie de les voir et de voir comment elles étaient. De m'inspirer de ça pour aussi trouver l'autre Maggie, avec plus de calme, un tempérament plus calme en fait. Okay. Donc autant le yoga ça a été là dans mes échauffements, dans ma mise en corps avant la danse, autant ça a été là vraiment pour m'aider mentalement à temporiser. Et quand tu dis qu'il y a eu une période que tu étais un peu trop en haut, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu dis que c'était trop? Pour moi maintenant je le vois comme trop. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui existe encore beaucoup. C'est juste que quotidiennement, pour moi, je pense que ça cachait un petit peu d'essoufflement. Ça cachait un petit peu de choses qui n'étaient pas traitées de ma vie, que j'avais besoin de traiter. Et en fait, d'être toujours high energy, d'être toujours là-haut, ça fait qu'on peut facilement enfouir un petit peu, cacher un petit peu. Donc, ouais, je pense que avec des blessures, moi j'ai tendance à beaucoup somatiser. Donc si j'ai mal quelque part, je sais que j'ai mal quelque part. Parce que mon corps essaie de me dire quelque chose. Aussi parce que blessure, mais aussi parce que mon corps essaie de me dire quelque chose. Et j'ai commencé à faire beaucoup d'eczéma. Et je me suis rendu compte en fait que c'était aussi beaucoup ce qui touchait l'apparence. Parce que l'eczéma ça se voit sur scène, en spectacle, tout ça. C'était des choses qu'il fallait que je traite un petit peu, que je temporise. Ok. Et tu penses que la méditation, dans ce cas, ça pourrait aider? Je pars d'un sujet à un autre, mais j'ai beaucoup de questions dans ma tête. Et comme c'est du yoga, je pense que la méditation, ça va avec. Tu penses que ça aide? Alors ça aide sans aucun doute. Autant la méditation comme on la voit dans des fils Instagram où les personnes sont assises et posées et calmes, etc. Dans l'idée de la méditation, autant dans ce qu'elle peut être vraiment, dans la queue aux courses au supermarché, dans une préparation, on voit des joueurs de foot, des sportifs de haut niveau se parler, se booster avec des phrases positives, etc. Voilà, en fait, ça peut arriver sous toutes ses formes, la méditation. Ok, je ne le savais pas.
Bah moi je le considère comme ça en tout cas. Ok. Mais pour moi la méditation est là et le yoga est en fait là tout le temps parce que c'est ce que le yoga est là pour enseigner. C'est de montrer que le yoga est dans la vie, le yoga est dans tous les mouvements, le yoga est dans toutes les réflexions. C'est juste les caler un peu partout dans sa journée. C'est pas une force. C'est pas forcément, et évidemment c'est toujours bien et super si on arrive à se poser 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure ou une heure tous les jours pour méditer ou pour faire du mouvement. Mais je pense que c'est vraiment le fondement de la méditation, de se dire qu'en fait c'est partout. Je voulais te demander comment tu gères les blessures et la peur de te blesser dans ton métier. C'est un sujet très frustrant en ce moment. Parce que depuis petit on nous conditionne, même quand juste on est en école de danse, pour les spectacles de fin d'année. Quand c'est janvier, février, on nous dit « Ah, n'allez pas trop au ski, vous avez trop de risques de vous blesser. » Donc déjà, depuis petit, on est assez formaté sur ça, de devoir faire attention pour le jour J, pour le jour le plus important, qui va être le spectacle de fin d'année qui dure une journée. Donc il y a déjà beaucoup de choses depuis petit qui sont ménagées autour de ça. En tant qu'adulte et en tant que professionnel, on nous le dit un petit peu moins, mais ça va de soi. On sait qu'il faut faire un petit peu plus attention. Ça vient aussi par garder sa forme physique, faire du sport, continuer à se maintenir en forme pour éviter de se blesser, parce qu'au final, c'est ça qui va être le plus important. Mais aujourd'hui, moi, je suis blessée au niveau des hanches. Ok. Je suis blessée un petit peu au niveau du poignet, des petites choses qui sont liées au spectacle. Ok. Donc j'ai de l'inflammation chronique dans les deux hanches, surtout à droite. Ça fait 2 ans que c'est compliqué, ça fait 1 an que c'était très compliqué, ça commence à aller mieux. Quand on est blessé, on peut aussi moins faire. Donc heureusement qu'on travaille en fait dans de l'humain. Donc il y a des compagnies qui savent, toutes les compagnies avec qui je travaille savent. On évite les battements à droite, je les fais un peu plus à gauche. On va moduler un peu certaines choses. Des fois on peut pas, je m'étire un peu mieux. Mais c'est compliqué parce qu'une fois qu'on est blessé, souvent ça reste. Donc je me suis fait une petite déchirure à l'arrière de la cuisse il y a 12 ans. Et 12 ans ? Il y a 12 ans. Et ça n'a jamais vraiment bien reconsolidé. J'ai toujours des adhérences, j'ai toujours des petites fibroses. Je suis toujours en train de faire des ondes de choc, masser. Je vois mon kiné beaucoup trop souvent. Je suis suivie par une équipe de médecins de sport à Pasteur qui me voit beaucoup trop souvent. Donc voilà, c'est vraiment un sujet difficile. Je vois beaucoup de danseuses qui sont blessées, qui continuent parce que c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qu'on a envie de faire. Mais c'est vrai que moi, des fois, je me remets en question en me disant est-ce que ça vaut le coup de potentiellement devoir me faire des prothèses de hanche à 60 ans et continuer à faire ça. Est-ce que tu as choisi ? Ça dépend. Il y a des jours où je me dis je vais arrêter, je suis en fin de carrière, j'ai 29 ans, mais des fois je me dis je suis en fin de carrière. Mais t'es super jeune, ouais. T'es super jeune, c'est un peu, on va dire peut-être pas, je sais pas, un peu comme les footballeurs qui à 35 ans, c'est des vieux, parce que vous n'êtes pas vieux, c'est juste que pour le métier peut-être. Et tu penses qu'à 29 ans, t'es vieille pour ton métier ? Alors je pense pas être vieille, mais mon corps est plus vieux que ce que je suis. Je pense que mes blessures font que du coup je vieillis un petit peu plus vite. Et il y a des jours où je me demande si ça vaut le coup. Donc bah ouais, il y a des fois où je me dis c'est la fin. En même temps, je me vois pas du tout arrêter la scène. Je me vois bien vraiment plus prendre le temps de mieux conscientiser mon corps, mieux m'échauffer, faire les choses plus en conscience, qu'en fait c'est ce que j'ai pas fait sur les 10 premières années de ma carrière. Oupsie. Je savais que ça allait sonner. C'était quoi ? En fait, j'ai ramené avec moi, j'ai oublié de l'enlever de mon sac, mon chrono du prof de la grec. Et de temps en temps, il a fait bip bip bip. Oh. Sorry. C'est pas grave. J'espère qu'ils ne vont pas l'entendre. Mais en même temps, je me vois à 80 ans encore en meneuse de revue. J'espère un jour être vieille sur scène et montrer des choses différentes en fait. Et tu penses qu'au lieu d'être danseuse, peut-être, tu pourrais être comme chorégraphe ? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui ça pourrait t'inspirer, mais pour rester dans le milieu, dans le métier. Je pense que c'est la volonté, une des volontés premières de beaucoup de danseuses. Soit d'être chorégraphe, soit d'avoir une école de danse, soit de devenir directrice artistique. Enfin, en restant dans le milieu de la danse, on n'a pas énormément de débouchés.
Donc je pense qu'il y a de la place déjà à plein de chorégraphes qui sont hyper talentueux. J'aimerais beaucoup, et en même temps, bah, je sais, aujourd'hui, en ce moment, c'est vraiment une remise en question. Soit j'arrête complètement, mais en même temps, je pense pas y arriver un jour, à m'en séparer. Soit, ouais, je resterai peut-être quelque part dedans, en étant chorégraphe ou danseuse. Peut-être une compagnie, je sais pas. Ça me paraît inimaginable aujourd'hui, mais on sait pas ce qui pourrait venir. Mais en fait, je te vois, pardon si je te coupe, mais je te vois et t'entends. Tu vois que c'est ton cerveau là qui parle, mais ton corps, il dit on va pas arrêter en fait. Je sais qu'on est fatigué, mais on va pas arrêter. Et je te vois pendant que tu parles, ça se voit, je le ressens, c'est une énergie qui sort et c'est beau parce que entre-temps, moi je me dis non mais elle va jamais arrêter en fait. Non mais tu vois, tout à l'heure je disais je me vois à 80 ans sur scène, je me suis toujours vue vieille sur scène. Vraiment. Mais c'est génial. Donc c'est drôle parce que là je suis à un moment de ma vie où je m'essouffle un petit peu avec ce métier, avec l'humain dans ce métier, parce qu'on travaille avec des humains et que c'est compliqué parfois. Mais en même temps, je me vois jamais arrêter, quoi. Enfin, je me nourris énormément d'être sur scène. Mais c'est beau. C'est une chance énorme en plus d'avoir ça comme métier, quoi. Si ça te plaît, c'est génial. Donc moi je te dis non, je te dis rien parce que j'ai pas envie de te dire continue et après tu vas te blesser. Non, bah bien sûr. Je pense que juste fais ce que tu ressens, que c'est mieux pour toi et si à 80 ans t'es encore sur scène, j'aimerais bien venir te voir de toute façon. On refera un podcast. Ouais. Dans 40, 50 ans, ouais. Je pense que les blessures par rapport à ça, elles se travailleront. Enfin, j'en parlais avec mon kiné hier, j'étais pleine de frustration, j'avais envie de pleurer encore, j'étais allongée, je lui disais j'arrive pas à dormir, je me réveille 4-5 fois dans la nuit, il faut que je change de position. Pour les douleurs ? Pour les douleurs, ouais. Je marchais avec une amie, au bout d'une demi-heure, j'avais trop mal aux hanches, j'ai dit je vais reprendre le vélo, je peux plus marcher. Donc il y a des jours où vraiment la frustration est là, mais mon kiné il m'a dit en fait on est déjà sur une phase qui remonte, parce qu'il y a un an, je suis arrivée dans une crise inflammatoire où j'arrivais plus à marcher pendant 4-5 jours, j'étais allongée sur le canapé, et je me suis dit what's happening? Wow. Ouais, mais en fait, les blessures, évidemment, sur le moment, ça paraît drastique. Et hier, par exemple, ça me paraissait drastique. Aujourd'hui, c'est différent. Et je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent participer au fait que les douleurs soient là. Ça peut être une alimentation plus inflammatoire, ça peut être de la fatigue, du stress. C'est inflammatoire pour le corps. Et pour moi, je me dis, je vais passer 30 minutes pieds nus dans de l'herbe. Ça va avoir des vertus anti-inflammatoires. Je vais essayer de manger un petit peu plus de fibres, des choses un peu plus naturelles, ça va aussi aider. Et conscientiser mon corps, savoir où j'en suis aujourd'hui, faire un check. Et en fait, ça va faire son travail pour que la blessure passe et pour que je puisse avoir le temps de me remuscler et après de reprendre le dessus. Et donc, c'est lesquels les aliments anti-inflammatoires? Moi déjà je pars du principe que tout ce qui est végétal va vraiment aider le corps à se régénérer, parce qu'il y a plein de choses qui vont vraiment soutenir le corps dans la nutrition des végétaux, dans ça. Mais il y a des petits aliments qui vont aider, des oméga 3, ça aide aussi à être anti-inflammatoire. Les oméga 6, ça a une tendance... Alors, il y a des sujets un peu différents, je ne suis pas scientifique, désolée. On va faire un épisode à nouveau avec Cosmine, on va parler de ça, ne t'inquiète pas. Bon, voilà, les oméga, il y a des personnes qui disent, et il y a des essais cliniques qui disent que les oméga 6 sont un petit peu plus inflammatoires, que les oméga 3 vont aider à être anti-inflammatoires. Donc moi je prends ça dans des graines de lin par exemple. Le curcuma c'est connu pour être anti-inflammatoire si c'est mélangé à un piment ou à du poivre. Il y a plein de choses. Là j'ai pas tout en tête parce que bon. Mais c'est une bonne idée. Est-ce qu'on ramène un nutritionniste qui parle des aliments anti-inflammatoires ou pas dans le podcast? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Mais je pense que le plus important en fait c'est de manger varié. Peu importe ce qu'on mange. Tant qu'on varie notre alimentation, le corps il est intelligent et il sait traiter ce qu'on va lui donner. Donc voilà. Et ça, je précise juste que ça c'est un avis et c'est pas une direction parce qu'on n'est pas nutritionniste ici. Absolument pas. Si on revient sur le corps, sur les physiques, etc., est-ce que toi t'as jamais eu un conflit avec ton corps? Du coup le conflit de mes blessures, ça affecte beaucoup mon mental, ma
perception de mon corps, ce que je vais réussir à faire, ce que je vais pas réussir à faire. Je pense que ça peut être très large. Je pense que ça peut affecter aussi beaucoup la santé mentale. Et les conflits sont toujours là. C'est une question de comment on va les aborder. Et en fonction de comment on va faire face à ça. Est-ce que toi, tu les abordes comment? Est-ce que t'en as jamais souffert? Est-ce que t'es jamais rentré chez toi, je vais exagérer, mais peut-être pas, en pleurant parce que t'avais ce souci-là avec ton corps, ce jour-là? Pas aussi poussé, mais en réflexion un peu constante, ouais, ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup. Autant, peut-être parce qu'il manquait de souplesse sur une journée en particulier où il fallait que dans un spectacle, je lève beaucoup les jambes, etc. Et peut-être ce jour-là, j'étais moins souple, par exemple. Ça peut, et du coup, ça peut rester en tête. Et sur les prochaines fois, comment on va faire, etc. Par rapport au regard des gens, comment tu le vis? De manière générale, moi, je suis une danseuse qui regarde beaucoup les gens. Ok. Je sais qu'il y a des danseuses qui me disent j'ai aucune idée de qui était dans le public. Moi, je peux te dire qui était au premier rang, quelle couleur de cheveux, quelle veste. Parce que c'est dans ça que je me nourris dans la danse. C'est dans l'échange que je vais avoir avec les gens. Donc, ça peut être sur une scène, je vais voir un public devant moi. Je vais beaucoup moins regarder ou prendre en considération leur regard que si je suis en événementiel où souvent on est au milieu des gens et là les regards sont aussi très différents parce que plutôt que de voir une vision globale quand on a un spectacle, les gens en événementiel nous voient vraiment beaucoup plus proches, donc même à 1 mètre. Donc on a des collants résis, on a des costumes, on est toujours correctement vêtus, mais on se dit elle voit mes fesses de près, peut-être. Ma peau, la texture de ma peau, mon maquillage, est-ce que c'est propre, est-ce que et puis des fois il y a des regards aussi pas très sympathiques de personnes. J'allais dire d'hommes, mais en fait ça peut être autant de femmes, autant de femmes parce qu'il y a beaucoup de regards en colère, parce que peut-être qu'il y a leur homme à côté ou par jalousie, par manque de confiance, par jugement. Beaucoup de jugement. Juste pour. Et aussi beaucoup parce qu'on est très sexualisé dans ce métier, dans ce milieu, pardon. Il y a des costumes, évidemment, qui jouent aussi avec le corps, avec la féminité. Mais il y a des moments où on est beaucoup trop sexualisé. Il y a des moments où les regards sont pas du tout OK. Donc après, heureusement, on bosse avec des équipes, on bosse avec, dans des lieux, des agents de sécu, etc. qui peuvent être là ou juste faire présence pour éviter des dépassements, mais ça nous arrive très souvent même d'être prise par la taille pour faire une photo et que la main glisse un peu, quoi. Non. Ça, c'est moche. C'est moche. Tu le vis mal, ça? Je le vis pas trop mal, parce que aussi quand je suis dans ce métier, je suis maquillée, je suis costumée, je suis pas la même personne que ce que je le suis aujourd'hui. Si quelqu'un faisait ça au supermarché, ça serait très différent que dans le contexte de mon métier. J'ai aussi juste conscience que les gens peuvent être bêtes, que des fois il y a des accidents, des fois c'est juste des personnes qui sont peut-être un peu plus petites ou qui sont mal à l'aise et qui vont avoir une manière de faire qui est un peu déplacée sans forcément vouloir, et il y a des gens pour qui c'est intentionnel, et dans ce cas-là je prends la main, je la remonte ou que je l'écarte et maintenant je le fais de moi-même. Pendant longtemps j'ai rien dit, j'ai souri, j'ai dit voilà. Et maintenant vraiment je mets les limites. Tu sais, ça me plaît beaucoup aujourd'hui cette discussion parce que je vois que tu as une maturité dans ton métier qui je ne m'attendais pas de toi, mais en général. Tu vois, je me disais peut-être qu'on se retient des fois, et ce que j'aime de toi, c'est qu'effectivement tu es très mature là-dessus. Tu dis voilà, il y a ci, il y a ça, il y a des jugements, on est sexualisé de temps en temps, peut-être que des fois ils nous touchent des façons un peu plus déplacées, mais t'es mature, tu dis c'est les conséquences un peu de mon métier. Ça veut pas dire que c'est juste, mais j'aime en fait qu'on a on peut avoir cette conversation sans se... où en fait toi t'es mature dans tout ça, donc ça me fait plaisir, ça me donne envie de te faire plus de questions et de ne pas me tirer derrière et dire non, elle a pas envie de parler. Donc ça me fait plaisir, merci. Avec plaisir. En même temps, c'est une réflexion qui fait que ça fait 14 ans que je fais ça bientôt.
Donc j'ai eu le temps de aussi faire mon avis et de me poser les bonnes questions, de savoir ce qu'il fallait que j'accepte ou ce qu'il fallait pas que j'accepte. Des fois d'aller à l'encontre des volontés des compagnies pour aussi juste me poser ma valeur et savoir avec quoi je suis d'accord, avec ce avec quoi je suis pas d'accord. Mais c'est quand même un long travail, un long cheminement. Je me permets juste de te demander un truc. Est-ce que tu penses que, justement, toi t'as dit, ça fait 14 ans que tu fais ça. Est-ce que tu penses que t'as changé pendant cette période? T'as accepté des choses quand t'étais plus petite qu'aujourd'hui t'accepterais jamais? Oui, je pense que je disais oui à presque tout, mais c'est aussi comme ça qu'on fait son agenda, qu'on fixe ses valeurs et ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Mais ouais, il y a plein de choses et c'est passé par plein de phases différentes. Autant au début, je disais un peu oui à tout. C'était pas non plus la seule chose que je faisais dans ma vie parce que je faisais mes études et je faisais des spectacles à côté. Autant au lycée, autant à la fac. Autant quand c'est devenu mon métier et que j'étais vraiment sous contrat dans des lieux ou avec plusieurs compagnies différentes. Je dis sous contrat, mais on travaille au jour le jour, hein, on est freelance, mais oui. sous contrat, on va dire... t'avais un accord dans l'idée, le sens, ouais, dans l'accord. Au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment avoir un peu de colère vis-à-vis de parfois ce qu'on me demandait que j'acceptais pas. Et j'ai commencé à placer mon avis alors qu'on a tendance à généralement devoir un peu moins donner son avis. Donc c'est beaucoup d'échanges avec d'autres danseuses et moi des fois ça m'a coûté des jobs parce que j'étais pas d'accord avec certaines mises en situation, certains costumes. Enfin voilà, je pense que des fois il faut vraiment garder sa posture, mais c'est venu avec le temps, complètement. Tu sais, le milieu du spectacle en général, il est mal vu de l'extérieur pour beaucoup de motivations, pour beaucoup de choses. Surtout, moi je suis italienne, surtout en Italie, il y a beaucoup de gossip sur les gens qui font du spectacle, sur les gens qui sont arrivés à faire des choses à la télé, je sais pas où. Sûrement, on retombe aussi sur un peu le fait que, surtout pour les femmes, on est... et à nouveau, ça veut pas dire que c'est que pour les femmes. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont fait certaines choses pour arriver où elles sont, dans ce milieu, dans le milieu du spectacle. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai ou pas? En majorité, non. Mais je dis en majorité parce que comme dans tous les milieux, peut-être. C'est c'est un sujet compliqué parce que dans la danse, mais dans le cabaret, je parle vraiment spécifiquement de ça parce que dans les compagnies contemporaines, ça peut être très différent. On est dans un métier où on est sexualisé. Quasi constamment, parce que les costumes, mais parce que l'histoire aussi. L'histoire des danseuses de cabaret, c'est que souvent c'était des prostituées. Dans les années 20, les années folles, quand le lancement du cabaret s'est fait, surtout à Paris pendant toute cette période, les danseuses étaient aussi, et très souvent, des prostituées. Et donc il y a l'histoire qui construit aussi des idéaux qu'on a vis-à-vis de ça. Donc il y a peut-être des personnes qui vont l'utiliser, que ce soit une femme consentante pour essayer de monter des grades, mais peut-être dans d'autres milieux aussi. Peut-être que des hommes peuvent se servir de ce pouvoir aussi. Enfin, pas ce pouvoir, de ces faits. Oui, bien sûr. Je pense que dans l'imaginaire collectif, ça reste un peu dans le fond. Que les danseuses peuvent être des filles faciles, que tout ça. Mais quelque part, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée parce que j'ai adoré le cancan depuis toujours. La danse cancan, donc c'est le French cancan traditionnel français où on voit les grands jupons. Tu n'en as jamais fait? Ah, j'en fais ici tout le temps. Tout le temps. Ouais. C'est différent cancan et cabaret? Alors, le cancan appartient au cabaret. Ok. Et en fait, le cancan est né dans les années 20, pendant toutes les années folles, et était une danse revendicatrice. Donc à la base, c'est une danse foncièrement féministe. Aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose de très sexualisé, et ça en a perdu son histoire. Et moi, pour ce sujet-là, je me suis déjà disputée gentiment avec des compagnies qui nous demandent d'aller flatter les gens, flirter avec les gens, parce que dans l'image de la cancaneuse, y a ça. Il y a montrer, on a des porte-jartelles, montrer son porte-jartelle, montrer ses fesses. Mais en fait, parce qu'on soulève nos jupes, on met la tête en bas, on monte les fesses,
Mais dans les années 20, c'était que des danses de révolte. Donc tous les noms des mouvements dans le cancan montrent des femmes qui s'indignaient et qui s'opposaient à l'autorité de l'époque. Donc, Mais j'adore. Ouais. Donc en fait, les femmes... Enfin, nous, on fait des pieds contre pieds qui forment du coup les pieds en haut, on se tient par les mains. Donc comme en grand écart debout, nos pieds nous tiennent. Ça s'appelle une cathédrale. Et c'était pour revendiquer les torts de l'église à l'époque. Ok. Il y a le port d'armes, c'est quand on prend notre pied avec la main opposée, qu'on monte le pied à la tête. Et il y avait un salut qui se faisait en même temps, c'était pour montrer l'indignation du militaire. Donc c'est une danse qui est foncièrement féministe et aujourd'hui qui est juste vue comme sexualisée parce qu'on monte nos fesses et on monte nos jambes. Parce qu'il n'y a pas d'explication d'histoire derrière aussi. Est-ce qu'il y a aussi un moment où tu es le plus fier pour avoir fait ce que tu as fait dans ta carrière? Constamment quand je suis sur scène. Okay. Je suis toujours hyper fière de ce que je fais, du message qu'on porte, des compagnies avec qui je suis. En fait, le négatif va toujours être contrebalancé par le plaisir d'être sur scène, par la fierté que moi ça m'apporte d'être sur scène. C'est quelque chose qui vibre tellement haut, qui est tellement fort que c'est rare que ça soit pas là. Ok. Est-ce que tu n'as jamais eu ta famille qui vient te voir en spectacle? Oui, j'ai souvent ma famille qui passe. C'est vrai? Ouais, autant on fait des cabarets fixes, autant sur de l'événementiel avec on change de lieu et on va à droite à gauche. Donc ça permet aussi à ma famille de venir et de voir ce que je fais. Et évidemment, j'en suis toujours trop contente. Et je pense qu'il y a des photos de moi à peut-être 6 ans en train de faire des cancans déjà dans des restos pendant que mon père chantait aux États-Unis, puisque je suis franco-américaine. Donc mon père chantait des chansons françaises aux États-Unis et moi je faisais la cancaneuse derrière déjà petite. Ouais, je me vois, si j'ai ma famille en face, je me vois aussi dans ces moments-là. Donc c'est bien, c'est beau ça. C'est beau. C'est quoi le spectacle que t'as aimé le plus à faire? Oui. Je pense que j'aime vraiment tous les spectacles que je fais parce que les équipes vont être très différentes, que l'énergie du coup va être très différente en fonction. Mais je pense qu'il y a plein de petites choses différentes qui font que quand elles sont regroupées, on apprécie encore plus un spectacle. Donc là, en ce moment, je suis beaucoup plus sur la route à changer de spectacle en fonction des compagnies. Donc j'ai une dizaine de spectacles en tête en fonction de toutes les compagnies avec qui je travaille. Et donc, quand on est un peu moins assuré, on est aussi un peu moins à fond. Un peu. Mais du coup, j'ai été dans des cabarets fixes où pendant 1 an ou 2 ans, on dansait le même spectacle sur un rythme de 3-4 fois par semaine, ça dépend. Ou des rythmes un peu moins soutenus, mais en tout cas, quand on fait le même spectacle en répétition, qu'on est assuré de ce qu'on fait, qu'on est assuré de nos placements, qu'on est une équipe solide, ça porte aussi beaucoup plus. Et ça, je l'ai eu dans un cabaret qui est le Victoria Palace dans l'arrière-pays. En 2017, ils ont ouvert, je suis rentrée dans l'équipe directement. J'y suis restée 3 ans, on a eu 3 ans de super spectacles. Tu veux leur dire bonjour? Coucou le Victoria Palace. Ok. Mais t'as pas un spectacle précis? Comme par exemple celui-là, en fait, quand je suis sortie de la scène, ça m'a donné tellement de l'énergie, j'étais tellement contente. Je sais pas, t'as pas ça? Franchement, c'est un peu tout le temps. C'est un peu tout le temps parce que c'est aussi un peu différent en fonction du public, de l'énergie qu'on nous transmettre, de l'équipe avec qui on est. À chaque fois que je suis sur scène, j'ai ça. Ok. Si tu pouvais parler à une version plus petite de toi, à la jeune toi, qu'est-ce que tu lui dirais? De moins douter. Parce que je pense que le doute et la remise en question, c'est normal et c'est ce qui fait aussi qu'on est intelligent. Il faut se remettre en question, mais il faut pas trop en douter. Et je pense que j'ai pu beaucoup douter. Parce que je viens d'un bagage technique sur la danse qui est beaucoup moins lourd, beaucoup moins approfondi, pardon. Et du coup, en audition, où dans ma vie, j'ai beaucoup douté de réussir à trouver du travail, alors qu'au final, je pense que ce qui fait de moi aujourd'hui l'artiste que je suis, c'est ma personnalité, c'est ma manière de bouger, c'est ma capacité de m'adapter.
et pas forcément la technique dont j'ai pu douter. Donc oui, je vais pas faire 3 pirouettes et je vais pas faire 10 battements avec la jambe là, mais je pense que ma personnalité, le jeu que je joue sur scène, tout ça a beaucoup plus porté ma personne en tant qu'artiste aujourd'hui. Ok, donc Maggie, ne doute pas de toi. Tu penses que la danse, ça t'a appris quelque chose sur toi-même? Bah, ça m'a tout appris sur moi-même, je pense, parce que ça a tellement été jusqu'aujourd'hui le développement de la personne que je suis. Autant du positif et du négatif. Aujourd'hui, je ne serais pas du tout la personne que je suis sans ça. C'est pas la danse en soi, c'est tout ce qui a été apporté autour, les rencontres, le parcours, les études. La danse est tellement large par rapport à nos corps, par rapport à nos expressions, par rapport à ce qu'on peut somatiser ou cacher. En fait, le corps va parler. Donc, au-delà de la danse et de l'artistique et de la performance, moi, ça a été ma manière de communiquer avec moi-même. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu me reconvertir en partie avec l'art-thérapie, parce que j'ai lu un livre quand j'avais 20 ans qui s'appelait Le corps se souvient. Et ça m'a... Juste ce titre, il m'a tout amené, il m'a tout porté. Et aujourd'hui, j'y pense aussi encore beaucoup, juste à ce titre de livre, parce que le corps retient tellement. La danse aussi est normalement culturelle, on le perd beaucoup. Mais le corps nous parle et je pense qu'il faut vraiment, vraiment l'écouter. Est-ce que le côté financier, autant que auto-entrepreneuse et danseuse, c'est difficile ou pas? Bah, c'est pas un métier qu'on fait pour le financier, mais en fait, on a une sécurité de l'emploi. En fait, on est intermittent du spectacle quand on est danseur. Donc, je suis aussi auto-entrepreneur parce que je suis prof de yoga, art thérapeute. Mais la danse, ça se régit par le système d'intermittent du spectacle, qui est un système qui est régi par France Travail. Donc, on n'est pas chômeur. C'est un système un peu similaire où à chaque fois qu'on travaille, on a 50% de ce que notre employeur paye qui part dans une caisse et du coup qui nous assure du financier pour l'année d'après. Donc il faut faire presque 50 spectacles pour pouvoir avoir ce statut et pour qu'ensuite tu puisses toucher cet argent. Mais du coup, ça nous sécurise énormément. Donc à partir du moment où on fait 50 spectacles à l'année, on a une retombée financière qui nous aide pour les jours où on ne travaille pas. Donc ça, c'est énorme. Après, en termes de réellement de finance et d'évolution, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas d'évolution financière. Ce que je gagnais à 16 ans, c'est ce que je gagne aujourd'hui, c'est ce que je gagnerai à 40 ans. Mais donc j'ai mon auto-entreprise et voilà, dans ma volonté de vouloir gagner un peu plus d'argent aussi, j'ai des choses à côté. Mais en étant seulement danseur, pour vous dire, dans les années 90, on avait le même salaire que ce qu'on a maintenant. On gagne en général 100 €, 110 € par spectacle. Et ça compte pas les répétitions parce qu'on n'est pas payé, ça compte pas notre matériel parce que c'est pas remboursé. Alors il y a des fois des partenariats avec des marques de make-up qui nous font un peu de réduction, mais c'est 25 € le collant pour ton spectacle que tu dois avoir, qui est ton matériel. Donc c'est pas un métier qu'on fait pour l'argent. Je comprends. Mais au moins tu le fais parce que ça te plaît et tu es contente de faire ça. Oui, ça se voit et il y a vraiment un changement aussi, je pense, d'atmosphère dans ça en ce moment dans le milieu du spectacle où les employeurs essaient quand même de mieux nous payer et de nous donner des avantages aussi par spectacle. Donc bon, ça va avancer. Donc vraiment, c'est la dernière question et c'est est-ce que tu as une routine et c'est quoi que tu ne négliges pas dans tes journées, dans tes routines? Oh wow. Alors j'essaye d'avoir une routine. Moi je suis un caractère très dispersé. Donc il y a plein de choses que j'ai qui m'aident au quotidien que j'arrive pas à faire tout le temps. Mais en tout cas, déjà le matin j'essaye de pas allumer mon téléphone la première heure pour aussi un petit peu me recentrer parce que sinon je m'éparpille dès le matin et ça devient mon rythme pour la journée. Donc pas allumer mon téléphone direct. Si j'ai un petit papier, un petit stylo, je m'écris que je veux passer une journée dans le moment présent et ça change beaucoup mon rythme, ça m'aide beaucoup.
Et je prends des fleurs de bac de temps en temps, en fonction des périodes de stress ou voilà, ça m'accompagne aussi un petit peu. Et le yoga aussi beaucoup. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans les courses au supermarché, à l'arrêt de bus, en venant en voiture, j'ai toujours mes petits exercices pour m'aider à calmer mon système nerveux, à me réguler. Donc voilà, plein de petites choses. Merci Maggie, je te laisse donner ton Insta si tu as envie. Et en fait, un moyen pour te contacter au cas où on veut ou savoir un peu plus sur toi. Merci de m'avoir eu aujourd'hui. Merci à toi. Vous pouvez me retrouver sur Dancing Maggie ou sur Yogi Maggie sur Instagram. Ok, merci. Et pour nous, merci de nous avoir écoutés. J'ai adoré cet épisode, comme tous les autres épisodes que j'ai fait avec tous mes autres invités. N'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube, à vous abonner sur Patreon, parce que vous avez tous les épisodes complets sur Patreon. C'est que 2 € par mois. Vraiment, c'est rien. C'est un café. Tout le monde peut se le permettre, mais aussi, ça va nous aider, nous, de routine, à grandir et à continuer ce qu'on fait et à avoir plus d'invités comme Maggie, plus de personnes plus intéressantes, toujours plus intéressantes. Ça ne veut pas dire que Maggie elle n'est pas intéressante, hein. Juste qu'en fait, ça va nous aider à continuer ce qu'on fait. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Patreon. Et n'hésitez pas à commenter, partager, liker sur toutes les chaînes, sur Instagram, TikTok, YouTube, ça va nous faire grand plaisir. Merci à vous tous et this is the routine.